la figure de proue de la Côte d'Azur, celle où l'on va pour profiter du soleil et de la plage. Nice est réputée pour son ambiance paradisiaque et sa culture gastronomique. Mais elle a bien d'autres ressources. Nombreux sont les artistes qui, voulant vivre dans cette ambiance hors du temps, se sont installés dans la région. Intéressons-nous au studio de la Victorine, emblème du cinéma azurien. Qu'est devenue la Victorine et quelle est son histoire? La Victorine est le plus grand studio de cinéma du sud de la France. L'histoire de cette institution pleine d'âge d'or et de révolutions technologiques est fascinante. Aujourd'hui, son atout majeur est qu'elle est positionnée en plein centre-ville, avec le deuxième plus grand aéroport de France à proximité. Cette zone géographique est une bulle hors du temps, avec toutes les ressources nécessaires pour le cinéma, permettant aux équipes de travailler en toute sécurité et en toute tranquillité. Il y a même une école au sein de ces studios, l'école Studio M, faisant de ce lieu un espace d'échange entre professionnels installés et néophytes passionnés. Alors, l'histoire de la Victorine, c'est une longue histoire. La Victorine, elle démarre juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est l'œuvre de deux hommes. Donc, il y a Louis Nalpas, qui était producteur essentiellement, et Serge Sandberg, qui était plutôt un distributeur. Tous les deux font partie de la génération des pionniers. La Victorine, dans son histoire, va avoir des périodes d'intense activité. C'est ce que l'on appelle les âges d'or. Pour Louis Nalpas, cela va fonctionner pendant 2 ans, mais il n'arrive pas à suivre l'évolution technologique. Il a donc abandonné, poussant la Victorine au bord de la faillite. C'est l'Américain Rex Ingram, réalisateur hollywoodien à succès, qui reprit la direction. Il a su moderniser les studios en réalisant le passage des plateaux éclairés par la lumière naturelle aux plateaux éclairés par l'électricité. La spécificité de la Victorine, c'est des gens qui vont faire des décors. Et on va avoir des films incroyables qui vont recréer la Russie, l'Arabie, la Chine, le Japon, enfin tout ce qu'on veut. Et puis en 1939, c'est le déclenchement, enfin la France déclare la guerre à l'Allemagne. On bascule dans la Seconde Guerre mondiale et en fait toutes les productions de cinéma sont arrêtées. Tout le monde s'est enfui et notamment les gens de cinéma qui n'étaient pas mobilisés sont descendus dans le sud, puisqu'il y avait des studios ici. Et en fait, pendant un petit moment, au milieu de 1940, vous avez tout le cinéma français qui était à Nice. Paradoxalement, un nouvel âge d'or apparaît pour la Victorine, car elle devient un des rares lieux où le cinéma peut survivre à la guerre. C'est la période des grands films de Marcel Carné et Jean Grémillion. La Victorine a eu un début de vie compliqué. Cependant, elle a su se battre et est devenue un symbole de la région et de la résistance. Et aujourd'hui, elle renaît. Mais n'oublions pas les autres histoires que l'on peut trouver dans cette fascinante région. Les artistes les plus connus sont sans doute Henri Matisse et Marc Chagall. Marc Chagall est un artiste aux origines juives. Il fut persécuté durant une grande partie de sa vie. C'est après de nombreuses années qu'il décida de s'installer à Vence, non loin de là. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ceux qui sont tant passionnés par ces artistes. Justine Aptac, par exemple, est une passionnée de Chagall. Alors, j'étais toujours intéressée par l'histoire de l'art et par l'art tout court. J'ai fait des études de beaux-arts. Alors, j'étais censée devenir une artiste, mais je crois que j'aimais beaucoup plus parler de l'art et le transmettre aux autres que faire moi-même et après parler de mes œuvres. J'étais pas très bonne à me vendre. J'adore partager ça avec des autres. Et, autant chargée de médiation, j'ai en fait la chance d'avoir des publics très très différents. Et mon discours, il devrait s'adapter à chaque fois à quelqu'un que j'ai en face. C'est nous, les spectateurs, qu'on donne du sens à ces œuvres. Parce que Chagall, il s'inspire beaucoup de l'Ancien Testament. Donc c'est les couleurs qui vont être le porteur de sa prière. Mais la musique, elle a le même sens pour lui aussi. Surtout que la musique, dans la musique, on utilise quelquefois le même vocabulaire, que ça sera une palette, que ça sera une note. Et lui, il va utiliser ça aussi pour parler des couleurs. Donc il y a vraiment une synesthésie qui va apparaître entre les couleurs et la musique. Et pour réveiller cette notion justement de couleur à travers la musique, on va écouter la musique en face des œuvres de Chagall.
Alors cette peinture, cette gouache, il m'intéresse énormément parce que justement la beauté du bleu qui est translucide. On a l'impression que la couleur, il émerge par tous les côtés, mais par une manière très très différente, très liquide, par cette encre qui entre sur le visage de Chagall, qu'il est en train de sourire. Il pose sa main sur son cœur et regardez le corps de Jésus qui est percé. Le cœur de laquelle il y a des gouttes du sang qui vont couler et sur sa palette, quelques gouttes du sang. Tout est plongé dans du bleu, de bleu éternel qui peut parler de l'éternité, du rêve, quelque chose de très profond, contraste avec ce petit tache de rougeur qui vont être posées sur le cœur de Jésus et en même temps des petites touches très minuscules sur la palette de Chagall. Il y a des œuvres qui vont m'impacter, qui vont me porter pendant une certaine période et cela, dès que je l'ai vu, il m'a vraiment interrogée. Cette composition très étrange, circulaire, dans laquelle il y a l'énergie qui tourne autour de la représentation du vin et de Chagall de lui-même. Cette région attire et force l'admiration de par ses visuels et ses panoramas uniques, inspirant de nombreux peintres et cinéastes. Mais quittons les arts bien connus du grand public, comme le musée Chagall ou le musée Matisse, et tournons-nous vers l'intimité du Chapco. Que font les Niçois quand le soleil se couche? Pour le savoir, allons au Chapco, la scène majeure du jazz et des sessions jam de la ville. Il est difficile de résister au charme de cette ville et de sa région. Le calme et la beauté de ce paysage idyllique ont su inspirer de nombreux artistes en tout genre. J'espère que nous avons su vous convaincre que Nice n'était pas seulement une plage avec un soleil merveilleux, mais que cette ville était aussi un musée où se trouvent de nombreuses expressions de l'art. Dans le prochain épisode, nous irons à Lyon pour y explorer les beaux-arts installés dans un ancien monastère du XVIIe siècle.